Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Le Boucher. Dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème sur le supplémentaire orthogonal, à savoir qu'en dimension finie, f et f orthogonales sont supplémentaires. C'est un théorème extrêmement important pour l'algèbre bilinéaire, pour l'orthogonal dans les dimensions finies. Et c'est un théorème qui est visuel. On a vu plusieurs exemples en cours sur le fait que quand vous avez un plan et une droite orthogonale, effectivement, vous obtenez R3 tout entier. Et du coup, vous obtenez qu'ils sont en somme directe, mais ce n'est pas si évident à montrer dans le cas général. Alors on va démontrer ce résultat, à savoir que f et f orthogonales sont supplémentaires. Il y a une hypothèse qui est très importante et qu'on va devoir utiliser ici, c'est que E est un espace euclidien, sous-entendu E est un espace de dimension finie. Donc f est également de dimension finie, tout comme f orthogonale. Comme c'est forcément quelque chose qu'on va devoir utiliser, notamment parce qu'on sait, même si ça c'est pas au programme, que ce n'est pas vrai dans le cas où la dimension ne serait pas finie. On n'a pas ce résultat. Donc on va noter f égale vec de E1 EP, où E1 EP est une base de f. Et on va procéder ici par analyse synthèse. Alors remarquons tout d'abord que nous avons, d'après un théorème précédent, que f et f orthogonales sont en somme directe. À partir de ce moment-là, on a deux possibilités. Soit montrer que E est égal à f plus f orthogonale, soit utiliser les dimensions. Alors en réalité, on peut faire les deux, mais dans les deux cas, il va falloir utiliser des procédés différents, mais qui sont tout aussi difficiles l'un que l'autre. Donc il n'y a pas de méthode facile. Donc, je choisis ici d'essayer de montrer que E égale f plus f orthogonale. Je rappelle ce que ça signifie. Ça signifie que pour tout x appartenant à E, on va pouvoir l'écrire y plus z avec y qui appartient à f et z qui appartient à f orthogonale. Et donc, le problème, c'est qu'il faut trouver ce y et trouver ce z. Et c'est là que ces démonstrations sont difficiles, parce que si je vous donne le y et le z qui fonctionnent, et je vous dis on va vérifier que cela marche, eh bien, le théorème devient très simple. Mais évidemment, ce n'est pas le cas ici. Donc, on va procéder d'abord par analyse, c'est-à-dire soit x appartenant à E, et on va imaginer qu'il existe, on suppose qu'il existe y et z qui vérifient ce que l'on veut. Voilà, donc on a y qui appartient à f, z qui appartient à f orthogonale. La problématique, ça va être de trouver des éléments de f orthogonale. Et on a vu plusieurs démonstrations utilisant ces techniques. Ces techniques, elles vont utiliser notamment des bases orthonormées. Alors c'est ici qu'on va préciser f égale vec de E1 EP. En réalité, il faut prendre ici une base, non pas quelconque de f, puisque sinon les calculs vont être très mauvais, mais une base orthonormée de f. Pourquoi? Parce que la seule chose que l'on sait entre y et z, eh bien, c'est qu'ils appartiennent à des sous-espaces orthogonaux. Donc le produit scalaire est nul. Alors on aurait pu prendre un brouillon et regarder ce que fait le produit scalaire de x scalaire y. On s'aperçoit que c'est y plus z scalaire y. Et donc c'est y scalaire y, puisque la partie en z scalaire y vaut 0. Ce qui devient norme de y au carré. On aurait pu également montrer que x scalaire z, c'est la norme de z au carré. Mais cela va nous donner aucune information sur y et z. À la limite, ça nous donne juste une information sur leur norme, qui est un réel, mais pas le côté produit. Pas le côté... Donc là, on n'a pas suffisamment d'informations. Il va falloir être beaucoup plus précis. Et notamment, comme y appartient à f, on sait qu'il existe lambda 1, lambda p, tel que
y égale somme des lambda i EI, pour i allant de 1 à p. Ça c'est intéressant, mais pour l'instant on voit pas trop ce qu'on peut en faire. Alors par contre, on peut remarquer que si je fais y scalaire E1, et ça c'est très classique, hein, on a alors y scalaire E1 égale la somme des lambda i EI scalaire E1, somme que l'on sort du produit scalaire puisqu'elle est le produit scalaire est linéaire à gauche, et la seule norme qui ne fonctionne pas, le seul produit scalaire, puisque les vecteurs, on a pris une base orthonormée pour que tous les vecteurs soient orthogonaux, et donc valent tous 0, sauf lambda 1, E1 scalaire E1. Et comme la base est orthonormée, E1 scalaire E1 vaut 0, c'est lambda 1. Donc lambda 1, c'est y scalaire E1. On aurait pu utiliser les formules de base orthonormée. Comme nous avons choisi une base orthonormée, on a forcément y qui est égal à la somme des i égale 1 à p des x scalaire des y scalaire EI. Mais, et ça c'est très important, y, puisque on ne peut pas définir y à l'aide de lui-même. Ce ne serait pas apporter quelque chose. Si je vous donne déterminer un nombre a qui vérifie ça, vous pouvez pas me dire bah a c'est 2a plus 3. Mais non, il me faut soit une valeur concrète, soit une expression, soit ce qu'on peut utiliser c'est x, puisqu'on a pu supposer qu'on avait un élément x appartenant à e. Et du coup bah, on va remplacer y par x moins z. X moins z scalaire EI, EI. Et donc finalement, comme z scalaire EI, puisque z appartient à f orthogonal et EI appartient à f, z scalaire EI est nul. Et donc en développant, on a la somme de i égale 1 à p des x scalaire EI, EI. Ce qui nous donne une expression pour y. Alors comment trouver z? Et bien tout simplement, z va être x moins y, moins tout ça. Alors, une fois qu'on a déterminé nos valeurs, en fait, si vous écriviez uniquement votre raisonnement, on pourrait écrire que la synthèse. La synthèse, on va dire soit E1, EP, une base orthonormée de f, soit x appartenant à E. On pose y égale somme des i égale 1 à p des x scalaire EI, EI, et z égale la somme des i égale 1 à p des y scalaire EI, pardon, des x scalaire EI, EI. Et on pose z égale x moins y, c'est-à-dire x moins cette somme-là, i égale 1 à p des x scalaire EI, EI. Alors, il faut remarquer trois choses. La première, c'est qu'évidemment, on a tout fait pour x est égal à y plus z. Deuxième chose, y est une combinaison linéaire d'EI. Donc, y appartient forcément à f, puisque les E1, EP, ces vecteurs-là appartenant à f, toute combinaison linéaire est encore un élément de f, hein, c'est la propriété d'un espace vectoriel. Et donc la question qui reste en suspens, c'est est-ce que z appartient à f orthogonal? Donc là, il faut trouver un moyen de montrer que z appartient à f orthogonal. Et pour ça, on va utiliser la caractérisation d'un espace orthogonal, à savoir qu'un espace est orthogonal si z appartient à f orthogonal si le produit scalaire avec tous les éléments de la base vaut 0. On a pour tout j
appartenant à un P. Z scalaire EJ qui est égal à X moins la somme de I égale 1 à P des X scalaire EI. EI, le tout scalaire EJ. Alors on va pouvoir par linéarité sortir, ça va faire X scalaire EJ moins, je vais pouvoir sortir la somme de I égale 1 à P des X scalaire EI, EI scalaire EJ. Et on se souvient que la base est orthonormée, donc tous ces vecteurs EI scalaire EJ valent 0, sauf quand I égale J. Donc il y a un seul vecteur qui vaut alors X scalaire EJ, moins X scalaire EI, mais ici X vaut J, I vaut J, fois EJ scalaire EJ, qui vaut, rappelons-le, 1. Et donc il nous reste X scalaire EJ moins X scalaire EJ, donc ça vaut 0. Et ça c'est important, c'est pour ça qu'on est obligé de prendre pour Y la formule que l'on a dans la base. Si on avait pris pour Y par exemple X scalaire E1, E1, ça aurait fonctionné, ça appartenait à F, sauf que, et le produit scalaire de Z avec E1, ça aurait fait 0, mais ça n'aurait pas montré que Z était forcément dans F orthogonal, c'est-à-dire que ça fonctionnait pour tous les vecteurs. Donc il fallait vraiment que ça marche pour chaque élément EJ de notre base orthonormée, et donc il fallait qu'ils soient tous disponibles dans le Y, d'où la formulation un petit peu compliquée, mais qu'on a déjà vu pour les formulations dans une base orthonormée. Donc on a montré que pour tout J, Z scalaire EJ vaut 0, ce qui veut dire que Z appartient à F orthogonal. On a donc montré que pour tout X appartenant à E, on pouvait trouver Y qui s'écrit sous la forme somme de I égale 1 à P des XI, EI, X scalaire EI, EI, et un Z tel que X égale Y plus Z, Y appartient à F, et Z appartient à F orthogonal. Donc, on a montré que E égale F plus F orthogonal, comme ils étaient déjà en somme directe, eh bien on a le résultat directement. Ce résultat va être crucial pour montrer le prochain corollaire, à savoir qu'on a également du coup que dim de E est égal à dim de F plus dim de F orthogonal, et du coup qu'on peut obtenir la dimension de F orthogonal en faisant la dimension de E moins la dimension de F. Si vous vous souvenez d'exemples dans le cours, quand vous avez un plan dans l'espace, son orthogonale c'est tout simplement une droite. Vous avez un espace de dimension 2, son orthogonale est de dimension 1. Si vous avez une droite, son orthogonale va être un plan. Dans le plan, si vous avez une droite, l'orthogonale c'est une autre droite, puisque là, la dimension est 1 et 1 qui font 2. De toute façon, au-delà de 3, on ne peut plus vraiment le représenter. Donc, on va en rester. On va montrer désormais ce deuxième point, à savoir qu'on a déjà la première partie. On a montré dans une vidéo précédente que F est inclus dans F orthogonal orthogonal. On va montrer l'autre côté, mais en réalité on ne va pas montrer que F orthogonal orthogonal est inclus dans F, on va tout simplement utiliser les dimensions. On sait que dimension de F orthogonal c'est égal à la dimension de E moins la dimension de F. La dimension de F orthogonal orthogonal, eh bien, c'est la dimension de E moins la dimension de F orthogonal, hein, pour les mêmes raisons. On applique juste la même phrase tout à l'heure à F orthogonal plutôt qu'à F. Et donc, en remplaçant la dimension de F orthogonal, on a l'équation suivante. La dimension de F orthogonal orthogonal, c'est la dimension de E
moins la dimension de E moins la dimension de F. Et donc les dimensions de E vont se simplifier, il va nous rester la dimension de F. Deux espaces inclus l'un dans l'autre, s'ils ont deux espaces, deux sous-espaces vectoriels étant de même dimension, ils sont égaux s'ils sont inclus l'un dans l'autre. Par conséquent, on a le résultat. Encore une fois, on voit que le caractère de dimension finie est important pour pouvoir utiliser ce raisonnement sur les dimensions. Et on a démontré que ça ne fonctionnait pas toujours quand les sous-espaces étaient de dimension infinie, même si ce n'est pas au programme, vous pouvez le savoir pour savoir qu'il y a un piège en dimension infinie. Donc il faut vérifier à chaque fois que la dimension est bien finie. J'espère que tout est clair. Je vous redis pour le premier théorème, vous pouvez vous contenter d'écrire la synthèse en théorie en cours, puisque l'analyse est là normalement uniquement pour vous aider à construire votre raisonnement. Après, si vous avez envie de faire l'analyse pour retrouver ce que nous avons dit, eh bien, libre à vous de le rédiger comme vous voulez. Si vous avez encore des questions, eh bien, posez-les en classe ou sur les forums de la classe, bien entendu.